Et c'est monsieur Laurent Gueuret, responsable informatique de la société MSL, qui arrive du fond, que nous applaudissons. Il va être accompagné, aidé et supporté par Jean-Marc Guérin, associé de la structure ACA et directeur de projet sur MSL. Bonjour. Alors, je vais vous présenter la société MSL. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une société de sous-traitance électronique. Nous fabriquons des cartes électroniques. Nous avons un chiffre d'affaires annuel de 155 millions d'euros. Nous sommes 400 employés. Nous avons 3 équipes, c'est-à-dire nous travaillons en 3/8, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons un résultat qualité qui est un indicateur très important. Il est de 5 ppm. Les ppm, ce sont des pièces par million. C'est-à-dire que quand on envoie 1 million de pièces chez nos clients, il n'y en a que 5 qui reviennent. En général, dans l'industrie, je pense que c'est plutôt en pourcentage qu'on mesure ce genre d'indicateur. On a une surface de production de 16 000 m² et on fabrique 72 000 produits finis par jour. Alors, on a le secteur d'activité principal sur lequel on travaille, c'est l'automobile. Donc, on fabrique principalement, il y a d'autres secteurs d'activité, mais qui sont mineurs. Le principal étant l'automobile. On fabrique des cartes électroniques qui vont permettre de gérer certains équipements dans le véhicule. Bon, le plus commun, en fait, c'est la carte électronique qui gère la climatisation d'un véhicule. Ça, c'est ce qu'on fabrique en plus grande quantité. Ensuite, tout ce qui est ouvrant, c'est-à-dire les vitres, les toits ouvrants, le rétroéclairage du tableau de bord, l'éclairage frontal des véhicules, tous ces équipements-là nécessitent des cartes électroniques pour fonctionner. Donc c'est là où on a le plus gros de notre activité. Les autres secteurs, c'est un peu le médical, la géolocalisation. On a fabriqué, par exemple, tous les modules qui vont peut-être un jour être utilisés pour faire fonctionner le système d'écotaxe, que les Bretons, pour l'instant, ne veulent pas trop utiliser. Donc, notre historique, on est issu du groupe Valeo, donc un équipementier automobile, qui est aujourd'hui encore notre principal partenaire client. Ils ont créé l'usine dans laquelle on travaille aujourd'hui en 92. En 2002, ils l'ont vendu à un sous-traitant électronique mondial qui s'appelle Jabil. Ce sont des Américains, mais plutôt internationaux parce qu'ils travaillent à peu près partout dans le monde. C'est 80 000 personnes. Donc la vente a été réalisée. Pourquoi? Parce que uniquement avec le prix d'achat des composants, Jabil fabriquait des produits avec les mêmes équipements en sortant de la même usine à un prix inférieur. D'accord? Donc en fait, Valeo préférait faire fabriquer par Jabil que de fabriquer lui-même parce que ça lui revenait moins cher. Et en 2009, il y a eu une grosse crise dans l'automobile. Comme on a une connotation très automobile, on était en difficulté. Donc Jabil s'est séparé de ce site, d'accord, à Main-sur-Loire. Et nous sommes devenus MSL Circuit. C'est à Main-sur-Loire, c'est à côté d'Orléans. Alors, quand on est devenu MSL Circuit, il a fallu qu'on refabrique notre système d'information. On a été contractuellement hébergé par Jabil pendant 12 mois après notre vente, mais il a fallu qu'on travaille sur le sujet de refabriquer notre système de gestion. Donc, il s'agissait de partir de zéro. On partait de absolument rien du tout. Toutes les fonctions administratives, entre guillemets, de l'entreprise devaient être prises en compte. On devait gérer toutes les interfaces avec les machines-outils, avec les robots. On a beaucoup d'automatismes en ce qui concerne l'approvisionnement logistique interne, qui sont gérés via des robots, via des machines-outils. On devait également se pencher sur la reprise des données, qui n'est pas dans un projet une mince affaire, quoi. Alors les points clés du projet étaient un planning très serré,
Alors pourquoi très serré? Parce que Jabil, au-delà d'un certain délai qui était de 7 mois, nous facturait l'hébergement des outils informatiques qu'on utilisait, qui étaient encore chez eux. On était dans un environnement économique difficile, parce qu'on était en 2009, crise automobile, et bon, en fait, on était pratiquement une start-up. Au niveau de la trésorerie, on n'avait pas grand-chose. Et puis, on avait également ce que j'ai appelé la perte du grand frère, c'est-à-dire la culture, lorsqu'on était soit chez Jabil, soit chez Valeo, la culture, c'était je fais ce que le groupe me demande de faire. D'accord ? Et là, il a fallu, on devenait indépendant, il fallait que nous-mêmes, on prenne les décisions stratégiques, technologiques, le choix des partenaires. Enfin, toutes les décisions devaient être prises par les équipes en interne. C'est une différence fondamentale, quoi. Alors, après, pourquoi SAP? Bon, lorsqu'on était Jabil, on utilisait SAP. On avait des compétences techniques sur SAP en interne. On avait la culture de l'entreprise. Tous les utilisateurs connaissaient SAP, connaissaient l'ergonomie des SAP. Donc, il y a également les partenaires, c'est-à-dire que beaucoup de nos partenaires extérieurs, clients, fournisseurs, utilisent encore SAP. Donc en termes de vocabulaire, en termes de dialogue avec les partenaires extérieurs, ça simplifiait les choses. Et ça permettait aussi de signifier à nos partenaires qu'on faisait partie de la même famille qu'eux. On avait les mêmes outils qu'eux. Donc même si SAP était un petit peu surdimensionné par rapport à notre entreprise, on a décidé de continuer sur SAP. Alors après, pourquoi ACA? Bon, quand on a dû chercher notre DVA, donc maintenant vous savez ce que ça veut dire, on est allé au salon de l'ERP, on a rencontré plusieurs candidats DVA. Bon, donc quand on choisit un DVA, on a plusieurs critères. Le premier, c'est la technologie, donc est-ce qu'il va être capable de m'aider à faire mon projet? Le deuxième, c'est économique. Et le troisième, qui nous paraît chez MSL le plus important, c'est le relationnel. Quand on fait un projet SAP, il y a énormément de relationnel, il y a énormément de communication entre les équipes du DVA et les équipes du client. Et on a ressenti, donc bon, c'est toujours une prise de risque, hein, parce qu'on ne connaissait pas ACA, mais ce qu'on a ressenti lorsqu'on a sélectionné nos partenaires, on a ressenti un relationnel bien meilleur avec ACA qu'avec ses concurrents. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on a fait la dernière présentation, quand il y avait la shortlist, il y avait 2 candidats, il y avait ACA et un autre, et donc on a fait passer une dernière fois les 2 candidats enfin une réunion pour choisir définitivement, et donc le concurrent d'ACA sont arrivés à 15. On était dans une grande salle, ils sont éparpillés partout, ils ont pris la télécommande du Barco, ils ont dit voilà comment ça marche, et ainsi de suite. Ils ont fait une présentation en considérant qu'ils étaient déjà chez eux. D'accord ? Les gens d'ACA sont venus, il y avait M. Courthéou, et ils sont installés dans la même salle, ils n'étaient que 3, ils étaient les uns à côté des autres, très serrés, très humbles. D'accord ? Et pas en terrain conquis. C'est le genre d'attitude, si vous voulez, qui nous ont fait choisir ACA plutôt que ses concurrents. Je ne vais pas passer tous les détails du projet, tous les problèmes qu'il y a eu pendant la création de notre SAP. Je vais passer directement à l'étape Go Live. Comment on a démarré, donc on a fait un travail important pendant 7 mois pour réussir à créer tout notre SAP en partant de zéro, donc avec les équipes ACA. Donc évidemment, on a eu un peu de retard. On a fait donc, nous MSL, on a pris des décisions risquées, on va dire. C'est-à-dire qu'on a fait des impasses sur la formation. On a considéré que les gens avaient déjà une culture SAP et donc seraient capables d'assimiler le nouvel SAP, parce que c'est quand même un SAP différent de celui qu'ils avaient utilisé jusqu'à présent. Bon, on a fait l'impasse sur la formation et on a fait l'impasse également sur... Enfin, la qualité des tests qu'on a réalisés n'était pas au top. D'accord ? Ce qui fait que lorsqu'on a fait... Au moment du Go Live, on s'est retrouvé avec certaines anomalies. On a également eu des délais insuffisants pour la reprise des données. D'ailleurs, enfin, à ce sujet, on a
fait le go live 30 minutes après avoir récupéré la majorité des données. Et là, Jean-Marc va... Oui, Laurent, tu souhaitais que j'intervienne un tout petit peu sur ce sujet, oui. Et donc, on a dû faire un certain nombre de travaux intermédiaires pour arriver à faire cette reprise, pour finir dans les temps, mais limite. Mais très limite. Et après, on s'est rendu compte, enfin, on ne s'est pas rendu compte, mais on savait, évidemment, mais on n'avait peut-être pas mesuré l'impact qu'aurait la gestion de stock au sein de l'entrepôt, sans avoir réétiqueté, sans avoir mis à la sauce. En fait, on avait donc le stock dit Jabil, qui était étiqueté d'une certaine façon, et nous, on avait choisi des stratégies différentes pour étiqueter le futur stock, et on n'a pas pris la peine, on n'avait pas le temps, de réétiqueter tout le stock, de refaire l'inventaire du stock existant. Il a donc fallu fonctionner pendant un certain temps. Et du coup, ça a duré quand même quelques semaines, presque un mois, où on a effectivement... dû gérer 2 stocks en parallèle. Le nouveau stock qui arrivait et qui, lui, était bien étiqueté, mais l'ancien stock, il fallait effectivement continuer de consommer et de gérer ces 2 stocks en parallèle, et donc de vous soutenir aussi pendant cette période de 1 mois où vous étiez un petit peu sur 2 systèmes un petit peu différents de gestion des stocks. Oui, ouais. Alors c'était d'autant plus compliqué que, je vous ai signalé tout à l'heure que nos tests n'étaient pas à la hauteur souhaité, et qu'on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un problème. On a chez nous un entrepôt logistique qui alimente l'usine avec un système de Kanban qui a été géré dans SAP, mais qui a eu quelques défaillances. Ouais. En fait, le Kanban, effectivement, lui, par principe, il fonctionne sur des quantités théoriques. Donc, en fait, il avait été paramétré, on va dire, de manière idéale, avec des quantités théoriques qui auraient dû... correspondent à la réalité, sauf que petit à petit, on s'est aperçu assez vite avec les utilisateurs que les quantités théoriques qui avaient été définies ne correspondaient pas à la réalité, où les bobines faisaient souvent 120 ou 80 alors qu'elles auraient dû faire 100. Et donc, il y a des écarts, rapidement des écarts qui se sont accumulés et qu'il a fallu vous aider à traiter, et en même temps, du coup, en urgence, à reparamétrer quelques éléments pour que ça fonctionne cette fois plus proche du réel que ça n'avait été défini initialement. Donc pour pallier à ces anomalies-là, sachant que nous, on travaille 7 jours sur 7 et 24 sur 24, on avait les équipes ACA et des équipes MSL, évidemment, qui travaillaient nuit et jour pour pallier à ces déficiences fonctionnel ou enfin du système en fait. On avait réparti une partie de l'équipe qui traitait effectivement, comme naturellement on les trouve en période de démarrage, plutôt en laboratoire des anomalies classiques, mais aussi il y avait une partie sur le terrain qui était là pour assister les équipes, pallier en particulier au retard de formation que vous avez évoqué tout à l'heure, et puis aussi faire en sorte qu'on limite qu'on accélère les bonnes pratiques et qu'on limite les mauvaises pratiques. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, pendant cette période, la machine à café a pas mal fonctionné. Bon, alors là, on peut considérer que ce qu'on vous décrit n'est pas extraordinaire et ainsi de suite, mais ce que nous, MSL, on considère, c'est que le projet était quand même positif. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'on n'a absolument raté aucune livraison vers nos clients. Malgré les défaillances du système et grâce à l'investissement des équipes en interne et à l'investissement des équipes ACA, on n'a pas raté une seule livraison client. Et il faut savoir que dans le monde automobile, ce qu'on appelle l'OTD, c'est-à-dire la capacité à livrer correctement le besoin de son client, c'est un indicateur très important qui aurait pu être fatal pour une entreprise comme MSL s'il n'avait pas été conservé à un niveau satisfaisant. Et puis la deuxième chose, le deuxième critère qui nous fait dire que le projet était quand même positif, c'est que on avait vécu une expérience avec Jabil en 2002. Jabil, grosse boîte, gros service informatique, gros support. Quand ils nous ont fait migrer sur SAP, le premier passage, le premier go live a été stoppé. Ils sont revenus en arrière et ils l'ont fait en 2 fois. Nous, on a réussi, avec nos faibles moyens, à le faire en une seule fois. Donc, pour nous, pas de problème de livraison client. Donc, les clients n'ont rien su de nos défaillances. Et pas de retour en arrière, ce qui est très perturbant
pour les utilisateurs, pour l'image du service informatique, ou de l'équipe qui travaillait sur le projet SAP, et ainsi de suite. Donc pour nous, on considère que malgré tout, toutes les anomalies qu'on a dû traiter en urgence et dans des conditions un peu délicates, on a considéré que le projet était positif et en grande partie grâce aux équipes ACA. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a confié le support du système, c'est-à-dire que ACA s'occupe, avec Odile qui est ici, de faire évoluer notre système. Et depuis 2010, on a deux usines sœurs qui ont rejoint le groupe et pour lesquelles on a confié le projet SAP et projets qui se sont bien déroulés également. On a été heureux de vous accompagner donc en Tunisie et à Bayonne, c'était très sympa.